Vous écoutez le podcast de Bonjour Fred, un podcast qui parle de la vie quotidienne des aidants familiaux, dans lequel on essaie de vous apporter des coups de pouce pour que vous puissiez donner des coups de main. Dans cet épisode, on va parler de charge mentale. Cette impression de ne plus avoir 1 cm² de libre dans son cerveau quand on a trop de choses à faire. Avec une experte en santé publique, on va parler de toutes les tâches, petites ou grandes, qu'on accomplit quand on aide un proche. Et on vous propose une méthode pour ne pas vous laisser submerger. La charge mentale, c'est un concept sociologique développé dans les années 80. C'est l'idée qu'au sein d'un foyer, il y a une personne qui a la charge de planifier la vie quotidienne. Et ça peut prendre plusieurs formes. Par exemple, penser pendant ses heures de travail aux courses à faire pour pouvoir préparer le dîner. Ou bien être celle qui prend le rendez-vous annuel chez le dentiste pour les enfants. Je dis celle parce que dans la majorité des cas, ce sont les femmes qui portent cette charge. Cette charge mentale, elle tend à s'accentuer dès qu'on s'occupe d'une autre personne. Par exemple, à l'arrivée d'un enfant. Mais aussi quand un membre de sa famille vieillit et qu'on devient son aidant. La charge mentale, quand on est aidant familial, on la voit à la fois sur la liste de choses à faire qui s'allonge, en particulier quand on cumule avec un travail à côté. Hélène Rossineau est médecin, spécialiste de santé publique et autrice de plusieurs ouvrages sur les aidants. Mais on la voit aussi dans la liste d'émotions qui s'allonge. En fait, ce sont 2 listes qui s'allongent et qui se croisent, qui se superposent. Ces listes parallèles, dont parle Hélène Rossineau, viennent du fait qu'en plus de leur propre quotidien, les aidants se retrouvent peu à peu à devoir organiser celui de leurs proches dépendants. Et voilà à quoi cette charge ressemble très concrètement pour eux. La charge mentale prend la forme de tous les rôles que jouent les aidants, c'est-à-dire à la fois la planification en général de la prise en charge de leurs proches, que ce soit la planification de tous les rendez-vous, l'aspect chauffeur, parce qu'en général il faut emmener le proche à tous les rendez-vous qu'on a planifiés avant. Ça peut aller dans certaines pathologies jusqu'à lui faire à manger par exemple, donc planifier aussi tous les repas, les courses qui vont avec, gérer, coordonner tout le personnel médical et de santé qui peut venir à la maison dans le cas d'une dépendance ou de handicap. Et c'est tout bête, mais mettons, vous donniez un coup de main à votre maman, même pour son ménage, vous avez déjà planifié le ménage chez vous et en plus, vous recommencez de l'autre côté. Vous planifiez vos courses pour vous, pour garder votre frigo, vous planifiez les repas globalement de la semaine et hop, on recommence et on va le faire chez une autre personne à côté. Et dans aucun des 2 cas, globalement, vous ne pouvez faillir parce qu'il y aurait un trou dans les repas de votre parent, comme il y aurait un trou pour votre foyer à vous. Donc ça va souvent avec beaucoup d'épuisement et de culpabilité. Et plus la culpabilité s'accentue, plus le cerveau envoie des signaux d'alerte. La question, elle est plutôt de quels sont les signes que l'aidant arrive à reconnaître lui-même. Il y a des personnes qui sont capables de sentir que physiquement ils sont tendus, de sentir que quand ils vivent certaines émotions, par exemple quand ils sont anxieux, quand ils sont en colère, leur estomac se noue, ils le ressentent dans leur corps. Ces signes ne sont pas toujours faciles à reconnaître, notamment parce que ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à sous-estimer sa propre charge. Or, Hélène Rossineau insiste sur le fait que le poids de la charge mentale n'est pas toujours proportionnel à la gravité de l'état de son proche. Parce que je me suis rendu compte que dans certains cas, quand le proche est dans un état assez avancé, il y a beaucoup de professionnels de santé et du médico-social autour. Alors que dans d'autres pathologies qui peuvent être moins graves, il y a souvent moins de monde autour, donc plus de choses à faire pour l'aidant. Et j'ai un cas qui me vient en tête au tout début de mon travail, donc il y a quelques années. Je pensais justement qu'il y avait une vraie corrélation entre la gravité de l'état de santé du proche et l'épuisement dans lequel devait être l'aidant. Et puis l'angoisse, etc. J'avais été très surpris de voir certains aidants de patients qui avaient par exemple un cancer assez avancé, moins épuisés que d'autres, et en particulier, j'en ai un en tête, un homme dont la femme était diabétique. Moi, quand j'avais comparé le diabète avec un cancer dans ma tête, c'était l'époque où je pensais qu'on pouvait encore comparer les cas. Je m'étais vite rendu compte que cet homme, il était dans un état épouvantable, alors que pour moi, le diabète, c'est certes une pathologie chronique, mais j'aurais pas pensé que ça pouvait avoir un impact si important que ça sur sa vie. En fait, c'était lui qui était responsable de l'alimentation, des repas, et dans le diabète, l'alimentation est extrêmement importante. Donc, il était persuadé que l'aggravation du diabète de sa femme était entièrement de sa faute. Et il le vivait donc extrêmement mal. Et il était absolument épuisé parce que tous les détails de sa vie étaient orientés autour de comment est-ce que je peux limiter la casse, comment est-ce que je peux améliorer sa vie, alors que sur le papier, il avait moins de raisons d'y être. Mais encore une fois, ça, c'était des préjugés qu'on a facilement quand on est soignant et qu'on connaît pas forcément le sujet. Et c'est pour ça que c'est important de garder l'esprit ouvert et vraiment d'apprendre à connaître le sujet des aidants.
L'étape numéro 1, pour se libérer de sa charge mentale, c'est avant tout d'identifier que c'est nous qui la portons. D'abord en essayant de ne pas normaliser ce qu'on fait pour son proche, car comme l'explique Hélène Rossineau, cette charge n'est pas toujours corrélée à l'état de santé du proche. Ne vous dites pas que parce que vos parents qui vieillissent n'ont pas de maladie grave, ce que vous vivez en les aidant est moins lourd ou moins fatigant. En fait, on a toujours tendance, quand on est aidant, à se comparer avec les autres. D'ailleurs, quand on est humain, de manière générale, on passe notre temps à se comparer avec les autres et à se dire « Oh, il y a toujours plus grave. Moi, ça va, je peux faire un effort, je peux tenir. » Non, par pitié, non. Une fois passée cette étape, il est temps de trouver de l'aide. Et selon Hélène Rossineau, ça peut commencer de manière très simple. Elle propose de se poser, de prendre une feuille et un stylo et de faire une liste. Moi, je sais que je passe mon temps à faire des to-do list tout le temps. Mais j'ai aussi appris, parce que je faisais comme beaucoup de gens, juste une feuille et une liste de choses absolument interminables. J'ai aussi appris que ce genre de to-do list interminable, non seulement ça n'a pas vraiment de sens, mais en plus c'est extrêmement culpabilisant et stressant, parce qu'on n'arrive jamais à la fin et qu'à chaque fois qu'on se rapproche de la fin, on rajoute des choses. Je pense qu'il vaut mieux prendre une autre méthode, c'est-à-dire faire effectivement la liste des choses qu'on doit faire, mais ensuite séparer ce qui est une urgence absolue et qui ne peut être fait que par moi, ce qui est une urgence absolue mais qui peut être délégué, ce qui devrait être fait dans la semaine ou dans les 2 semaines mais qui peut attendre, que je mets sur ma to-do list pour pas l'oublier. Mais ça veut pas dire que je dois le faire immédiatement. Et honnêtement, en général, la dernière catégorie, je l'ai mis, mais je me rends compte que ça arrive dans la catégorie de c'est bien si c'est fait, si c'est pas fait, c'est pas la fin du monde non plus. C'est donc notre étape numéro 2, faire une liste. Et pour éviter de lister l'intégralité des tâches qu'on aimerait accomplir sur l'année, Hélène Rossineau conseille de diviser sa liste en 4 et de prioriser. D'un côté, les tâches absolument urgentes que vous seul pouvez assurer, de l'autre, les tâches urgentes que d'autres personnes peuvent prendre en charge, et puis le reste des tâches, celles qui peuvent attendre un peu. Pour réussir à déterminer l'urgence de ce que vous avez à faire, Hélène Rossineau recommande aussi de réfléchir à cette liste avec d'autres personnes. Parce que ce qui va vous permettre de mieux déterminer les tâches réellement urgentes, c'est de d'abord identifier ce qui est le plus stressant pour vous et quelles sont vos priorités. Si c'est parce qu'on est extrêmement anxieux, parce que le proche est tout seul toute la journée, à partir de ce moment-là, on peut réfléchir à comment concrètement on peut trouver une solution pour que peut-être le proche soit moins seul la journée. Si c'est parce qu'on culpabilise de passer du temps avec notre parent malade, parce qu'on a des enfants en bas âge aussi qui ont aussi besoin de nous, voir comment on peut essayer de mêler les choses ensemble. Peut-être que ça signifiera amener les enfants une fois de temps en temps, en plus voir leur grand-mère même si elle est malade, pour que le temps soit partagé tous ensemble. Peut-être que ça voudrait dire expliquer aux enfants ce qui se passe vraiment et que ça va être temporaire. Il y a plein de solutions, chaque solution est adaptée, mais pour ça, il faut être capable de trouver ce qui nous pose problème à nous, ce qui nous rend nous nerveux, en colère, culpabilisés, etc., pour pouvoir agir après au cas par cas. L'intérêt de cette to-do list, c'est de pouvoir ensuite déléguer un certain nombre de ces tâches. Alors, je pense que quand on est aidant, on peut pas diminuer sa charge mentale juste en se disant bon, c'est pas si grave ce qu'il a, il faut que je me calme un petit peu, parce que on est humain avant tout et ce qui nous intéresse le plus, c'est d'aider notre proche. Et plutôt que d'essayer de lâcher prise ou de déstresser, moi personnellement, si on me dit arrête de stresser, le truc que je fais immédiatement derrière, c'est stresser. Ce qui va vraiment aider à alléger cette charge mentale, c'est de demander aux gens qui vous entourent de la partager avec vous. Il y a des tâches qu'on peut effectivement déléguer de manière quasi universelle, avec un bémol par exemple sur la question du médecin, parce que parfois c'est utile d'assister à la consultation si le patient est d'accord pour avoir les informations. Mais si on ne fait que, entre guillemets, chauffeur, oui, ça peut tout à fait être délégué. Pareil pour les courses. Les courses, c'est souvent la galère, ça prend du temps. Quand on travaille à temps plein, parfois les supermarchés sont déjà fermés le soir. Ça livre pas partout et puis la livraison, ça coûte cher en plus. Et on est dans une période où même 10 € de livraison, ça peut être important. Donc, quelqu'un peut effectivement faire les courses pour nous ou pour notre proche, au choix, parce qu'il faut pas oublier que c'est comme quand on vient d'avoir un nouveau-né. Il y a beaucoup de gens qui se concentrent sur le fait d'offrir des cadeaux aux enfants, mais en vrai, il y a des cadeaux qui sont très utiles et qui concernent les parents. Préparer des repas en avance qu'on peut mettre par exemple au congélateur, c'est tout bête, mais ça marche très bien parce que quand on est épuisé et qu'on s'occupe de son nouveau-né, on n'a pas forcément envie non plus de manger quelque chose de très sain et surtout de le faire soi-même. Donc ça peut être aussi ces petites choses-là. C'est quelque chose pour nous aider nous, pour que nous, on puisse aider plus facilement
notre proche à côté. Et voilà l'étape numéro 3. Impliquer ses proches, sa famille, ses amis, voire même ses collègues, pour déléguer certaines tâches qu'on n'a pas forcément besoin de faire soi-même. Par exemple, on peut décider de privilégier le fait de tenir compagnie à ses parents l'après-midi et demander à son conjoint de faire les courses pour eux le soir, après le travail. Ou bien l'inverse, demander à un voisin de bien vouloir passer voir son proche dépendant pour prendre un café, pendant que nous, on se charge de préparer des repas à congeler. Déléguer la charge mentale en elle-même, c'est compliqué parce que même si la to-do list est quasi vide, la charge mentale, pour moi, elle est aussi liée aux émotions qu'on ressent. Une des émotions la plus universellement ressentie chez les aidants, c'est le sentiment de culpabilité et l'anxiété qui va avec. Et ça, d'ailleurs, parfois, plus la to-do est vide, plus on se sent coupable. Parce qu'on se dit qu'on pourrait faire plus, qu'on pourrait faire mieux, qu'il y a toujours quelque chose qu'on pourrait améliorer. Et je pense que beaucoup d'aidants, même si on était dans une situation absolument parfaite, où tout ce qui pouvait être fait physiquement était fait, un système de santé impeccable, un personnel qui se relaye 24 heures sur 24, beaucoup trouveraient encore le moyen de culpabiliser en se disant que eux pourraient encore faire mieux. Et ce qui est vital, c'est de reconnaître que quand ces émotions deviennent trop présentes, elles nous empêchent d'être heureux. Hélène Rossineau insiste sur le fait qu'il faut alors vite se faire accompagner. Alors, quand je parle de se faire accompagner, ça peut dépendre de la situation. Certains sont à l'aise avec l'idée, par exemple, de consulter un psychologue, d'autres non. Aller voir son médecin traitant, quoi qu'il arrive, c'est une bonne idée parce que lui peut aider à rediriger vers la bonne personne, la bonne interlocuteur. Et puis, en plus, on le sait, être aidant, ça peut avoir un impact sur la santé. Donc, faire un petit check-up régulier avec son médecin, en lui parlant du rôle d'aidant et de l'impact que ça peut avoir, ça permet aussi de faire de la prévention et d'éviter d'aller le voir seulement en dernière minute quand il y a besoin d'anxiolytiques et de somnifères parce qu'on ferme plus l'œil et qu'on est complètement stressé, voire en burn-out. Et puis, il y a des associations en ligne qui sont aussi très bien. Je travaille beaucoup avec l'association Avec nos proches, qui est une association qui propose un numéro de téléphone gratuit et anonyme, vous pouvez appeler tous les jours et c'est des anciens aidants en fait qui décrochent, c'est des gens qui sont formés à écouter et parfois juste le fait de déballer tout ce qu'on a sur le cœur à quelqu'un qui a vécu ça, qui est passé par là, ça fait du bien. Donc il faut pas hésiter graduellement entre guillemets à demander de l'aide et même si on se sent pas à l'aise au début à l'idée d'aller voir un psychologue ou de demander à l'équipe soignante de son proche un coup de main, rien que de parler à quelqu'un, même si c'est une association, ça joue. Et ça peut donner un coup de main. Et c'est notre dernière étape. On peut faire toutes les listes du monde, solliciter l'intégralité de son quartier pour se faire aider. Parfois, le stress lié à la charge mentale est trop important. Et il va falloir alors se tourner vers un professionnel de santé pour en parler. C'est important de réussir à travailler là-dessus. Voilà, d'accepter ce qu'on vit, d'accepter ce qu'on ressent, mais de pas prendre au pied de la lettre tous les signaux que notre cerveau nous envoie. C'est juste une manière que notre cerveau et notre corps ont de réagir à ce qui est en train de se passer, qui est compliqué, et qu'on gère vraiment comme on peut. On fait tous du mieux possible, donc vous êtes là, vous êtes présents, c'est déjà extrêmement important. Vous venez d'écouter le podcast de Bonjour Fred, réalisé avec le soutien de Malakoff Humanis. Merci à Hélène Rossineau de nous avoir accordé son temps. Si vous avez envie de nous raconter votre histoire, n'hésitez pas à nous écrire à fred@bonjourfred.com. À bientôt!